Bonjour à tous. Bonjour. On vous laisse arriver. Bienvenue. Ça arrive, ça arrive. Bon, on vous voit nombreux aujourd'hui là. On vous présente nombreux à ce webinaire. Bonjour à tous. Je disais, pour commencer, peut-être bonne année. C'est de circonstances. Bonne année à tous. Ouais, tous nos vœux pour cette nouvelle année. Plein de bonnes choses. Oui, des réformes? Peut-être pas. Plein de bonnes choses pour la formation continue. On en a eu déjà pas mal en fin d'année, des nouveautés. Donc, on est là aujourd'hui pour ça, justement. Alors, je vous laisse arriver parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, enfin Ouais. beaucoup d'inscrits et encore peu de présents. Bon, ça arrive tout doucement. Ça arrive tout doucement, voilà. C'est la reprise, c'est la rentrée pour tout le monde, donc il faut retrouver le rythme. Voilà, j'en profite justement pour partager. Hop. Le sujet de la visio. Voilà, ça continue à arriver tout doucement. Alors, le temps que tout le monde arrive et avant qu'on démarre, comme d'habitude, pour les gens qui ont l'habitude d'assister à nos webinaires, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure, ou si besoin, on essaiera de fusionner, de mutualiser plusieurs questions si on est sur la même thématique. Mais on essaiera autant que faire se peut de répondre à vos questions Au fil de l'eau. au fil de l'eau. Voilà, Au c'est fil ça. de l'eau. Ouais. Donc aujourd'hui, petite nouveauté. Bon, déjà, c'est pas habituel. Les jeudis d'Insist, en général, c'est le premier jeudi du mois pour les habitués. Pour les autres, c'est le 11 janvier aujourd'hui, vous l'avez remarqué, et néanmoins le deuxième jeudi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en toute fin d'année, voilà, il y a une nouvelle, le guide de lecture du dernier référentiel RNQ, le référentiel du label Calliope, est sorti le 23 novembre dernier, avec une mise en application donc très très bientôt, d'ici 15 jours, le 23 janvier. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire, à événement exceptionnel, séance exceptionnelle, on allait Absolument. déroger à la règle, d'où notre arrivée aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Et deux, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint, enfin, en tout cas le support qu'on projette sur l'écran? Dites-nous si c'est OK pour vous. Voilà, et surtout, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Je sais Oui. qu'on a souvent ce genre de messages pendant nos webinaires. Rafraîchissez, ça marche. Alors, donc on va commencer. Le sommaire est dense parce qu'il y a une vingtaine d'indicateurs. Alors, dans le référentiel Calliope, on va commencer par se présenter, même si on se connaît pour la plupart. Il y a peut-être des nouveaux. Donc aujourd'hui, peut-être une nouveauté, c'est 2024. On est deux. Mohamed ne sera pas là avec nous aujourd'hui, Mohamed Harissi, le dirigeant fondateur d'Insist. Mais voilà, on va l'animer à deux, cette séance. Voilà, Valérie, entre filles. oui, Voilà. je te Donc laisse te présenter. voilà. Donc bonjour à tous et meilleurs vœux. Donc Valérie Coquel, je suis consultante formatrice chez INSIS depuis 3 ans et demi à peu près, voilà. Et plus spécialement entre guillemets sur les sujets qui touchent à Calliope et puis aux certifications au répertoire spécifique et au RNCP. Voilà. Voilà, et donc je suis là pour ceux qui me connaissent, j'en ai accompagné certains, formatrice Calliope, consultante également auprès des organismes de formation sur des besoins divers et variés que vous nous exprimez. Voilà, et puis missionnée aussi sur l'accompagnement ORS, voilà. D'autres sujets. Donc, présentation d'ici très très rapide aujourd'hui, toujours la même chose. Ça fait ça va bientôt faire une dizaine d'années qu'on vous accompagne maintenant sur tous vos sujets, que ce soit la création de vos organismes de formation, en passant par le label Calliope et l'obtention de votre NDA, mais aussi les certifications RS, les inscriptions. CFA. Inscription sur EDOF en ce moment, c'est pas mal, ça aussi. Des dossiers qui vous intéressent. Voilà, on est là à vos côtés. On est un centre de formation, donc ça, c'est important de vous le dire. On n'est pas que cabinet conseil. On est centre de formation et on passe par toutes les étapes. Juste un peu avant vous, je dirais, les audits de renouvellement, les audits initiaux de surveillance, bref, on connaît très bien tout ça de l'intérieur et on est soumis aux mêmes réglementations. Ça, c'est important de se le partager aussi. Ouais. Les jeudis d'INSI, je le disais en préambule, pour faire vite, on a un site INSI sur lequel je vous invite à vous connecter. Merci Valérie. On a mis donc un dernier, aujourd'hui c'est la version 8 du référentiel, mais on a tous nos webinaires
que vous pouvez revoir en replay les derniers, par exemple. Donc, on a le calendrier qui s'affiche là, le 11 janvier, c'est aujourd'hui. Le 1er février, on sera sur un focus sur l'actualité CPF et on parlera un petit peu plus en détail de la V9. Voilà. Je vous le dis un petit peu en avance. La V9 est sortie lundi, la V9, la version 9, pardon, du référentiel. On l'évoquera aujourd'hui, bien entendu, mais on fera un gros focus plutôt en février sur la sous-traitance parce que ça va vraiment impacter vos équipes ou votre activité à vous si vous êtes sous-traitant. On se reverra aussi le 7 mars. Nouveauté cette année, c'est qu'on a fait un calendrier trimestriel. Il y a tellement de nouveautés en ce moment qu'on est prudent sur l'affichage de nos thématiques. Et donc, en mars, c'est certain, on vous parlera du titre pro formation professionnelle d'adultes qu'on anime chez Insist. L'idée, c'est de coller vraiment à l'actualité, en fait. Le fait de mettre un planning trimestriel plutôt que semestriel, c'est vraiment histoire de coller vraiment à l'actualité qui peut vous intéresser. Voilà, donc on se revoit en mars et puis pour la suite, on vous en dira plus au prochain, au mois de mars finalement. Voilà, je disais, vous pouvez vous inscrire au replay des séances précédentes. Je vous laisse visiter notre site. Intéressant, on a une newsletter aussi. Ne négligez pas votre veille. Vous allez voir que le nouveau, la mise à jour du référentiel insiste encore une fois sur la veille et on les comprend. Et son exploitation. Voilà, absolument. Alors, je reviens sur le webinaire. J'avoue que c'est Mohamed qui gère habituellement le PowerPoint. Alors, bon, pardon, tu peux fermer. Je ferme et j'y suis. Alors non, je pense que tu as fermé le PowerPoint. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Il est là. Voilà. Donc, les jeudis d'Insist, à qui s'adresse ce webinaire? Allez, on entre dans le vif du sujet parce que 1 heure, c'est court pour aborder la vingtaine d'indicateurs. Tout organisme, donc vous, je pense, de formation ou formateur professionnel qui souhaiterait connaître les dernières mises à jour de la certification Calliope en 2024. Donc, l'idée, c'est pas de vous former à Calliope aujourd'hui. Ou de vous informer sur un indicateur, c'est quoi? C'est vraiment de faire un focus sur les nouveautés de la version 8. Essentiellement. On parlera un petit peu de la V9, mais pas trop. Donc, quoi de neuf pour la V8? Les nouveautés du référentiel sur les indicateurs communs. Important. Rappelez-vous, Calliope, c'est des indicateurs communs et aussi des indicateurs spécifiques. On n'a pas le temps, c'est pas le lieu non plus, ça n'intéressera pas tout le monde d'aborder tous les indicateurs, les 32 indicateurs aujourd'hui. Je pense au CFA, je pense aux formations certifiantes aussi. On parlera du RS bien entendu, mais on abordera 23 indicateurs simplement aujourd'hui. Et en se concentrant vraiment sur les indicateurs sur lesquels il y a une modification, un changement, enfin un point de vigilance à avoir. Donc vous étonnez pas s'il y a certains indicateurs communs sur lesquels on ne s'arrêtera pas puisqu'il n'y a rien, de nouveau entre la version 7 et la version 8. Voilà. Comme le titre l'indique, on est vraiment sur un quoi de neuf. Ouais. En résumé, ce référentiel a été édité, ce livret a été édité le 23 novembre 2023, je vous le disais, et il entre en application, en général, c'est 2 mois avant d'entrer en application, au 23 janvier 2024. Ça veut dire qu'à partir du 23 janvier 2024, les auditeurs qui vous rendront visite voudront voir les informations qu'ils nouvellement demandées dans ce référentiel. Grosso modo, il y a peu de changements, si je devais le dire comme ça, dans le fond, mais des précisions pour une interprétation réduite par les auditeurs et par les audités. Bien souvent, à la lecture du référentiel, c'est un peu confusant. On se demandait, par exemple, si on devait avoir tous les exemples de preuves en sa possession, là, c'est écrit noir sur blanc. Ça va plus vite en l'écrivant ou en le disant. Donc voilà, ils ont vraiment précisé. Je trouve qu'il est plus facile de lire ce référentiel aujourd'hui. Ouais, absolument. Le préambule a été étoffé. On va y revenir un petit peu plus en détail. La présentation, le guide de lecture dans sa présentation a été modifié aussi, précisé tout simplement aussi, plus clair. Des niveaux attendus ont parfois été modifiés, mais pas toujours. Mais ça, on vous le mettra dans nos slides qui vont défiler. Et puis, il y a plus d'exemples de preuves, je trouve. Donc, toujours une liste non exhaustive, mais en tout cas, des preuves plus... j'imagine que l'expérience aidant, ils ont ramené des preuves qu'ils n'avaient peut-être pas imaginées dans le premier référentiel, mais voilà, du coup, ils vous donnent plus d'exemples. Le handicap, encore une fois, on va plus loin cette fois, et il est présent à beaucoup d'indicateurs, comme d'habitude, mais un petit peu plus. Les formations courtes, intéressant, là, en résumé, on a envie de dire bye-bye
l'indicateur 12, vous savez, l'indicateur qui concerne la gestion, la prévention des abandons sur les formations courtes. Ça disparaît, mais bon, il y a encore des choses à faire. Et le retour du RS, Ou pas. on va vous dire ça tout de suite parce que il revient pas. Nous, on s'attendait à ce qu'il revienne à certains endroits, 3, 7, 16, pour pas les citer. Et c'est pas forcément comme ça que ça va se présenter. Donc voilà, un peu de suspense. Alors, le préambule, donc pour reprendre un petit peu le sommaire, donc ce que vient préciser le préambule, c'est que l'appréciation donc par l'auditeur des exigences de ce référentiel, cette appréciation doit être proportionnée et cohérente avec les caractéristiques de la formation et de l'organisme de formation. Donc, il y aura effectivement une prise en compte du contexte de l'OF, formation certifiante ou non, peut-être taille de l'organisme de formation, formation collective ou individuelle, la durée des formations. Voilà, il y aura une appréciation qui va être peut-être plus en cohérence justement avec la spécificité de chaque organisme de formation et des prestations qui sont mises en place. Premier point de précision. Deuxième élément, petit rappel de taille mais qui est important quand même, l'audit de certification Calliope, c'est pas un contrôle des obligations réglementaires. On le dit souvent quand on accompagne les clients. L'auditeur, c'est pas l'inspection du travail. On est vraiment sur un audit qualité de vos process. On est sur du process. C'est pas l'inspection du travail, c'est pas la DRET, c'est pas la Caisse des dépôts, ce ne sont pas les OPCO. D'accord? Donc, c'est bien aussi de remettre les choses en perspective. On n'est pas sur le même niveau de contrôle, j'ai envie de dire. Les exemples de preuves, comme celui-là, tu l'as dit juste avant, la liste n'est pas exhaustive, d'accord? Donc, ce sont des exemples d'éléments de preuve. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est la mise en œuvre, effectivement, des documents, des process que vous allez présenter. C'est vraiment la mise en œuvre de ces exigences qui va être vérifiée. Et puis, concernant les nouveaux entrants, alors vous le savez tous, donc il y a un décret qui rentre en application 1er septembre qui est venu donner des précisions sur les nouveaux entrants et notamment sur le fait que un nouvel entrant depuis le 1er septembre doit être en capacité de présenter une vraie session de formation terminée. Voilà, donc vérification des formalisations du process. Malgré tout, il y a des choses qui ne peuvent pas être vérifiées lors de l'audit initial et qui seront donc vérifiées, enfin en tout cas la mise en œuvre sera vérifiée au moment de l'audit de surveillance. Voilà, donc des petits points de précision sur ce préambule qui peuvent peut-être rassurer des gens et en tout cas éviter un petit flou artistique. Ben oui, je me permets Valérie. En fait, ça va mieux en le disant. C'est vraiment du bon sens, tout ce qui est écrit là, mais c'est écrit. C'était pas le cas, forcément. On vous laissera lire le préambule. L'idée, c'est pas non plus de l'éplucher ensemble. Nous, on vous en fait vraiment notre analyse aujourd'hui et on vous partage les éléments qui vont être impactants dans vos pratiques surtout. Mais sachez que voilà, le préambule, si vous voyez qu'il a été modifié, c'est pour en permettre une meilleure appréhension. Donc, c'était plutôt rassurant de voir que finalement, on n'était pas loin du compte quand on vous accompagnait. Oui. Et puis, je sais pas si tu l'as déjà dit celui-là, mais c'est ce qu'on se disait avant de se connecter. Les certificateurs, les organismes certificateurs sont aussi en train de s'approprier le référentiel. Donc, eux vont devoir aussi l'éprouver. Et puis, c'est, je pense, en étant confrontés aux organismes de formation à la lecture de ce référentiel, de cette nouvelle version, qu'ils vont aussi peut-être au fur et à mesure préciser les points de vigilance ou certains attendus. Voilà, c'est ça. D'accord ? Tu peux passer à la slide suivante. Alors, on arrive donc, on vous parlait d'une nouvelle présentation qui est peut-être plus ergonomique de la présentation précédente. On vient d'en parler, effectivement, davantage d'exemples de preuves. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive, mais ça peut aussi aider certains organismes sur ce qui est attendu dans chacun des indicateurs. Un glossaire qui est affiché de manière plus visible et surtout, il a été enrichi parfois de manière assez importante sur certains indicateurs. Et puis, le fait de pouvoir visualiser de manière beaucoup plus facile les non-conformités. Alors, l'encadré est rouge, que ça soit du mineur ou du majeur, l'encadré est le même, mais en tout cas, la présentation par page d'indicateur est plus lisible, je trouve, et plus facile. En tout cas, on peut repérer plus facilement le glossaire et les non-conformités. Ils sont même encerclés, enfin plutôt encadrés, les numéros de page. Et du coup, effectivement, c'est plus facile à la lecture. Alors du coup, on va attaquer donc l'ensemble des indicateurs sur lesquels il y a des choses qu'on doit vous partager.
Donc critère 1, on va pas redéfinir quels sont les critères et les indicateurs puisque vous êtes censé en principe les connaître. Donc dans l'indicateur 1, petit nota bene, il y a des choses aussi qui ont été rajoutées sur le référentiel en nota bene. L'information, et comme tu le disais, ça va mieux en écrivant, l'information doit être diffusée en amont de la contractualisation, quel que soit le moyen, quel que soit le support. Votre site internet, une proposition commerciale, une plaquette de diffusion, peu importe. Mais voilà, il faut qu'il y ait bien une diffusion de cette information sur vos prestations qui soit faite en amont de la signature d'une convention ou d'un contrat de formation. Petit point de précision sur les nouvelles obligations spécifiques, c'est là qu'on va commencer à parler un petit peu du retour du RS. Pour les formations certifiantes, votre support d'information, le programme, vous demande maintenant d'afficher obligatoirement le libellé exact de la certification, son code, le nom du certificateur et la date d'enregistrement de la certification. Voilà, il n'y a pas la date de fin. Bon, c'est tout. Mais alors là, je me permets un petit commentaire. Le code RNCP ou RS, vous le trouvez sur France Compétences et normalement, vous le trouvez sur l'agrément ou la convention que vous avez passée avec votre certificateur. C'est une petite blague, mais voilà, il faut vraiment l'intitulé exact. Il faut le nom du certificateur qui vous autorise, du coup, à utiliser cette certification si vous n'êtes pas propriétaire de cette certification. Et il vous faut la date d'enregistrement. Ouais. On aurait pu demander la date de validité, puisqu'en fait, si on est là pour informer le client et protéger finalement en lui disant, ben voilà, je suis en train de vendre une certification qui est toujours active chez France Compétences. Je pense que la date de fin, c'est un petit commentaire au passage, aurait été peut-être aussi intéressant. Ouais. En tout état de cause, vos programmes, pensez à les mettre à jour, vos sites internet, bref, à communiquer les bonnes informations qui ne figuraient pas souvent, voire jamais, sur les programmes de formation. Donc, le nom du certificateur, juste pour répondre à la question de Sébastien, c'est le propriétaire de la certification, RS tel numéro, RNCP tel numéro, et la date d'enregistrement, alors on va faire très très bref. En fait, quand vous obtenez la création de votre certification, je vais le dire comme ça, la certification a une date de début, une date de fin. Donc la date d'enregistrement, c'est ça. C'est la date de début d'activation, on va dire, de votre certification. D'accord ? Petit point de précision dans le glossaire sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Vous devez être capable d'informer sur les conditions d'accueil, d'accès et de sécurisation des parcours. C'est ce point-là qui est complémentaire sur le glossaire précédent, voilà, qui est nouveau. On parle vraiment du parcours de sécurisation pour les personnes en situation de handicap. En gros, qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir, encore une fois, accueillir dans les meilleures conditions possibles une personne en situation de handicap. Voilà. Et quelles informations partagez-vous avec vos clients sur vos locaux, l'adaptation des moyens, de la prestation, sur les modalités d'accueil? Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà pensé à faire un livret d'accueil des PSH, ou alors ont rajouté sur leur site internet un petit encart dédié, peu importe. Mais la petite phrase qui dit qu'on ferait le maximum pour accueillir, elle semble pas suffisante en 2024. Voilà. Je pense que c'est peut-être là aussi sur ce genre de point que les certificateurs viendront apporter des précisions parce que moi j'ai eu la question pas plus tard qu'hier ou ce matin, c'est mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je liste toutes les actions que je vais mettre en place sur toutes les formes de handicap? Non, c'est pas possible. D'accord ? Donc voilà, c'est juste effectivement pouvoir publier un petit livret d'accueil ou ce genre de choses. Voilà. Alors, l'indicateur 2. Donc là, le niveau attendu a été légèrement modifié. Ce qu'on vous demande maintenant, c'est de donner une information chiffrée qui permet de suivre les résultats de la prestation au regard des objectifs. C'est plus clair. Il n'y a plus besoin d'un glossaire qui vient de parler de performance, voilà, de résultats d'accomplissement ou de performance. Voilà. On doit simplement communiquer des informations chiffrées. Un taux, une note, peu importe. Donc effectivement, c'est plus clair. Bon, d'accord. Du bon sens. C'est du bon sens. Ouais, mais je pense que c'est ce que vous faisiez. Hein. Ouais. Mais par contre, on n'était pas sûr de le faire quand on le faisait. C'est peut-être ça l'idée. Donc, ils sont venus préciser simplement le niveau attendu. Vous savez. Alors, peut-être que on peut revenir là. Le niveau attendu, c'est ce qu'on avait en gris près de la définition exacte de l'indicateur. Vous aviez une définition ici en bleu marine, sur fond bleu avec le rouge, et à droite, le niveau attendu. Voilà, le niveau attendu venait expliquer finalement ce que venait vérifier l'auditeur en termes d'exigence. Voilà, donc là, encore une fois, ils sont juste venus clarifier ce point. Alors, petite explication, on passe du 2 au 5.
C'est pas qu'on a zappé, qu'on C'est est qu'il n'y a zappé. rien. C'est qu'il n'y a pas de changement. Voilà, il n'y a pas de changement. Voilà. Et deux, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on ne va pas balayer les indicateurs spécifiques. Oui. Donc, en l'occurrence, l'indicateur 3 qui est spécifique aux formations certifiantes, on ne va pas en parler ici. Et l'indicateur 4 qui est commun à tous, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le seul changement concerne les CFA. Voilà. Donc, si vous voyez un changement sur l'indicateur 4, oui, il y en a bien un, mais ça concerne les obligations spécifiques des CFA, où là, encore une fois, ils viennent préciser des choses. Ouais. Le 5. Ouais, juste pour répondre à Nadine, en fait, il ne faut pas obligatoirement un livret d'accueil. Il faut juste que vous prévoyiez quelque part ou que vous informiez quelque part Peut-être un document. Sur un document annexe au programme de formation, comment vous pouvez accueillir les personnes en situation de handicap. C'est pas que les PMR, ça peut être une autre forme de handicap, ça peut être de la dyslexie, ce genre de choses. Bon, voilà. L'idée, c'est de pas fermer vos formations aux personnes en situation de handicap. Mais ça veut pas dire non plus que vous devez absolument accueillir toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, parce que là, on s'en sort pas sinon. Mais voilà, j'ai envie de dire... Ça va être, Nadine, par exemple, ça va être de dire qu'on a un parking avec une place réservée. Ça va être de dire qu'on a un accès en ascenseur, une rampe d'accès. Une rampe d'accès. Ouais. Et si on est, voilà, s'il y a un étage, un ascenseur. Enfin, voilà. Et ça, c'est pour les PMR. Je parle pas les PSH. Ça va dépendre vraiment du type de handicap que vous accueillez. Et justement, il faut parler des moyens que vous avez et que vous allez mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment hyper important. Le comment, soit à travers un document qu'on partage aux clients, soit à travers un affichage qu'on fait sur notre site internet. On utilise des sigles. Moi, je vous encourage à vraiment aller sur la GFIP, sur le site de la GFIP. On va y venir tout à l'heure. C'est l'indicateur 26, mais ils sont pas avares d'exemples. Et d'outils et de support. Absolument. Alors, indicateur 5, petite modification sur le niveau attendu. Il est précisé maintenant qu'il faut démontrer que les objectifs spécifiques à la prestation ont été définis et peuvent faire l'objet d'une évaluation. Voilà, on est toujours sur la même chose, on est bien sur des objectifs qui doivent être opérationnels et évaluables. Ils sont bien venus préciser ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que les objectifs de la prestation doivent être clairement identifiés. On est bien sur des objectifs d'acquisition de compétences, donc on reste sur des objectifs opérationnels et vous devez évaluer, surtout en sortie de formation, que vos stagiaires ont bien acquis les compétences qu'ils sont venus chercher chez vous. D'accord? Donc, en exemple de preuve, c'est l'identification des compétences qui vont être visées par votre prestation, des objectifs pédagogiques intermédiaires si besoin et finaux, et puis obligations spécifiques sur les formations certifiantes RS, puisque retour du RS aussi, les objectifs que vous allez indiquer sur votre programme de formation, si on est sur une formation certifiante, les objectifs de votre programme de formation doivent être conformes aux objectifs qui sont fixés et indiqués dans la certification, qu'elle soit du côté du RNCP ou du RS. Ça, c'est important. Voilà, ils ont rajouté le glossaire en précisant, en fait, avant objectif, c'est pour l'anecdote, objectif opérationnel évaluable, c'était dans le niveau attendu, ils ont redescendu dans le glossaire pour préciser ce que c'était qu'un objectif mesurable, voilà, taxonomie de Bloom, voilà, évaluable. Et puis, pareil pour les exemples de preuve, toujours les mêmes, vos programmes font l'affaire à partir du moment où vous montrez que l'objectif est bien écrit, avec des verbes d'action, etc. Enfin, on vient pas vous fermer aujourd'hui, mais voilà. On garde tout ça, mais on rajoute, ils ont rajouté cette phrase identification des compétences visées par la prestation, bref. La recette fonctionne. Là, c'est le grand retour du RS, enfin. Il n'est pas dans le 3.7.16, le RS, c'est peut-être important de le dire maintenant, parce qu'on n'a pas évoqué l'indicateur 3, mais ils n'ont pas soumis à l'examen les certifications inscrites au registre spécifique, comme c'était le cas dans les versions 6 et les versions précédentes du référentiel. Il n'y a pas de retour au niveau des 3, 7 et 16. Pour autant, ils sont présents à tous les indicateurs, les certificats RS. Voilà. Les indicateurs. Alors, l'indicateur 6, donc on est là sur la définition, enfin en tout cas le fait d'avoir bien prévu le contenu et les modalités de mise en œuvre de vos formations. Petit exemple, petit complément sur les exemples de preuve, encore une fois pour les personnes en situation de handicap, vous devez démontrer qu'effectivement il y a bien une accessibilité ou des possibilités d'adaptation de vos modalités d'animation de formation aux apprenants en situation de handicap. Je suis bien dans les modalités de mise en œuvre. Si j'ai des personnes en situation de handicap, il faut bien que je démontre ce que je prévois pour adapter
ma formation, l'animation de ma formation à cette typologie de public. D'accord ? Encore une fois, obligation spécifique, on retrouve ici les formations certifiantes, un peu comme l'indicateur 5. Il faut démontrer que le contenu de votre prestation est là aussi en cohérence avec les objectifs qui sont inscrits dans le référentiel de la certification. Encore une fois, c'est du bon sens. D'accord ? Mais j'espère que c'était le cas, surtout. Mais en fait, c'est ce qu'on dit là, ça va mieux en l'écrivant, Oui. voilà, mais c'est du bon sens. Mais voilà, refocus quelque part sur les RS. Mais voilà, quand vous êtes soumis à un référentiel, forcément, l'auditeur, cette fois, va venir vérifier que vous respectez bien ce référentiel, même si c'est pas RNCP. A fortiori, si c'est RNCP, mais même en RS, ils le vérifieront. Et encore une fois, pareil, c'est un peu dans le même cas que les exemples de preuves. Donc, pour les stagiaires en situation de handicap, il faut bien démontrer la prise en compte quand vous concevez votre programme de formation et quand vous mettez en œuvre votre session de formation, je vais le dire comme ça. Il faut bien que vous démontriez qu'en cas de stagiaire en situation de handicap, vous avez bien adapté votre formation à l'animation. Exemple, stagiaire dyslexique, peut-être que vous allez présenter des supports différents, allégés, alors je connais pas bien les cas de dyslexie, mais reformulés avec peut-être des termes un petit peu moins techniques, etc. D'accord ? Et point de précision sur ce qu'est une formation en modalité de formation blended learning. En fait, c'est un mix de distanciel, e-learning et de présentiel. Ils ont dû définir des notions que j'espère vous maîtriser. En principe, on connaît. En tant que formateur. Mais peut-être était-il besoin de le préciser, le blended learning, c'est de l'e-learning et du présentiel. Et le distanciel, quand on est en distanciel via Zoom, on est en synchrone, on est tous ensemble au même moment aujourd'hui. Voilà, bref, il était peut-être besoin de préciser ce point. Indicateur 8. Alors, juste Élodie qui nous demande si tout ceci concerne aussi le bilan de compétences. Oui, tout ceci. Absolument. Il n'y a pas d'obligation spécifique, en tout cas, pour le bilan de compétences. On y viendra plus tard, Élodie. Mais attention, l'indicateur 8, là où on est, c'est le seul indicateur qui ne concerne pas le bilan de compétences. Je vais revenir un peu en arrière. Pour le 6, on va le lire à la lumière du bilan de compétences. Oui, Aurélie, vous devez prendre en compte dans la conception de votre accueil et de votre accompagnement, puisqu'il s'agit d'un accompagnement et pas d'une formation, le handicap de la personne qui viendrait vers vous. Oui, non, formation certifiante, non. Vous n'êtes pas concerné, mais pour le 5, mais en tout cas, vous devez avoir des objectifs et de toute façon, alors vous êtes carrément soumis non pas à un référentiel, mais à un cadre légal. Dans l'accompagnement, vous avez les 3 phases à ne pas rater. Donc oui, vous devez respecter en tout cas les phases légales et réglementaires. Pour l'indicateur 5, c'est pareil, vos objectifs doivent être clairs et c'est pareil, ils sont soumis aussi à une réglementation. Quand on fait du bilan, on n'improvise pas. Et sinon, tout le reste, bien entendu, afficher vos résultats. Absolument. Donc, je reviens peut-être... À l'indicateur 8. Oui. Voilà, donc petite modification dans le niveau attendu. Donc, ce qu'il est demandé, c'est de démontrer l'existence de procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation, adaptées au public et modalités de formation. Petite nota bene, la procédure de positionnement, donc il y a bien une distinction entre la procédure de positionnement et la procédure d'évaluation des acquis. La procédure de positionnement, elle peut être réalisée soit pendant le parcours d'admission, on va dire par exemple à l'indicateur 4, quand vous prenez des informations sur les attentes et les besoins de votre futur stagiaire. Ça vous permet un petit peu d'avoir son niveau en démarrage, ou en tout cas avant l'entrée en formation. Donc procédure de positionnement, à ce moment-là, pendant le parcours d'admission, ou ça peut être fait aussi en début de formation. Ça peut être aussi pendant la présentation, un petit tour de table et vous faites remplir un petit questionnaire au moment du démarrage de la formation. D'accord ? Encore une fois, obligation spécifique pour les formations certifiantes. Toujours la même logique, les prérequis que vous indiquez sur votre programme doivent être en cohérence avec les prérequis de la certification RNCP ou RS. Encore une fois, du bon sens. Petite précision ici dans le glossaire, parce que je pense qu'avant, il y avait simplement la définition des procédures de positionnement. Donc, ils sont venus préciser ce qu'est plutôt une procédure d'évaluation des acquis. C'est la vérification de la maîtrise des prérequis qui conditionnent l'accès à la prestation. Je vais prendre un exemple, même si c'est plutôt sur de la formation initiale. Pour intégrer une école qui présente un BTS, il faut un bac. J'ai pas le bac, je peux pas rentrer en formation en BTS.
voyez, il y a vraiment des prérequis qui À conditionnent, vérifier. voilà, et à vérifier. Et alors là, une grande question qui reviendra tout à l'heure d'ailleurs dans l'indicateur 11 sur l'évaluation de sortie, Final, procédure d'évaluation des acquis. On n'entend pas, attention, on n'entend pas procédure dans le sens ISO, dans le sens de quelque chose d'écrit, d'accord, mais vraiment dans le sens de manière de faire, process, manière d'agir. Comment est-ce que, à quoi ressemble votre système d'évaluation? Moi, plus ça va, plus je conseille de l'écrire. Oui. Parce que moi, on peut le partager et on est comme dans un souci d'harmonisation des pratiques. S'il y a plusieurs formateurs, au moins, on peut partager ce process d'évaluation. Mais c'est pas pour autant que l'auditeur doit exiger une procédure écrite. Non, par contre, il faut des preuves qu'on fait une évaluation. Et qu'on met en œuvre. Et l'analyse du besoin, encore une fois, peut suffire à une grille d'entretien. Voilà, s'il s'agissait simplement de recevoir que des débutants et que le profil des bénéficiaires, ce sont que des débutants, ça va, c'est vérifié. Indicateur. Alors, indicateur 9, critère 3. Je laisse la main. Ou je continue? Vas-y. D'accord. Donc, pour les PSH, il y a de nouveaux exemples de preuves. Là, vous voyez, on n'a rien mis. Chaque fois quand on ne met pas d'informations sur le niveau attendu, c'est qu'il y a vraiment eu zéro changement. Donc, les changements là, c'est au niveau des exemples de preuves. Pour les PSH, on a précisé qu'il fallait justement informer les publics. Là, je reviens sur Nadine, des modalités de suivi et d'accompagnement. Ok. Pour la FOAD, la formation ouverte à distance, idem, c'est la même logique. Finalement, l'indicateur 9 concerne les bénéficiaires donc, et concerne l'information de ces bénéficiaires. On est dans la réalisation de l'action, pour rappel, dans le critère 3. Comment est-ce qu'ils savent, comment est-ce qu'on les informe de comment j'accède à ma plateforme LMS? Encore une petite, là ils ont précisé le vocabulaire. Comment est-ce que j'accède à une assistance technique et pédagogique? Obligation, petite parenthèse, obligation de proposer une assistance technique et pédagogique à vos bénéficiaires, à vos apprenants quand vous êtes à distance. Et puis quelles sont les modalités de réalisation des séquences de formation, justement, je le disais à l'instant, à distance. Tout ça, il va falloir l'écrire. Ok. Obligation spécifique. Alors, qui posait la question tout à l'heure sur les CBC? Je ne sais plus. Aurélie? C'était. Élodie, pardon. Donc, Élodie, le CBC, il y a une nouvelle obligation spécifique pour vous, mais je pense que vous le faisiez peut-être. Ça aussi, c'est du bon sens. Le prestataire informe sur les engagements déontologiques prévus à l'article L6313-4 du Code du travail. Respect du consentement, confidentialité des locaux. On ne donne pas, on détruit les éléments, on ne fait pas. D'ailleurs, dans l'indicateur 30, on n'interroge pas, on ne rend pas compte à l'entreprise commanditaire. On ne lui envoie certainement pas la synthèse du bilan, etc. Non, on ne fait pas ce genre de choses. Bon, on vous renvoie à cet article. En tout cas, il a été peut-être nécessaire de le préciser dans certains cas. Je ne sais pourquoi. Vous voyez, il n'y a pas d'énormes changements finalement. Encore une fois, c'est toujours le bon sens, c'est le seul mot qu'on a retenu finalement. Mais oui. Niveau attendu, pour l'indicateur 10. L'indicateur 10, pour rappel, c'est l'indicateur de l'adaptation. Donc la prestation, là, ils ont changé la formulation. La prestation, le début, c'est le même. Tout ce qui est souligné, c'est les gros changements. La prestation est adaptée aux situations et profils des bénéficiaires. Lorsque l'analyse du besoin en établit la nécessité. Ça, c'est sympa de le dire, enfin. Contenu, outils et méthodes, accompagnement, suivi, durée, emploi du temps, adaptation des rythmes. Bon, ils ont forcément, du coup, ça impacte les exemples de preuves, ils les ont enrichis. Exemple complémentaire montrant l'adaptation, si besoin, encore une fois, on revient au niveau attendu. Inscription au module de formation en fonction du profil du bénéficiaire, ça va falloir le prouver, c'est l'analyse du besoin. Traçabilité de l'accompagnement technique et pédagogique, ça aussi, c'est pour montrer c'est même pas l'adaptation, là, c'est l'accompagnement et le suivi qu'on doit prouver à travers ces outils. Et puis pour les PSH, là encore, c'est du bon sens. Modalité d'aménagement de la prestation aux besoins. Comment est-ce que vous allez aménager la prestation? Le plan individuel de compensation du handicap que vous avez mis en œuvre. Dans certains cas, c'est nécessaire. Et les fiches de suivi des apprenants. J'ai envie de dire fiches de suivi des apprenants PSH, oui, mais les autres aussi. Pour tout le monde, si besoin. Donc voilà, indicateur 10, adaptation, accompagnement, suivi. Je trouve que la lecture est plus fluide. L'attendu est plus clair sur cet indicateur où on voyait de tout. On voyait ici des feuilles d'émargement qui prouvaient que la réalisation avait eu lieu. Why not? Nous, c'était pas notre lecture, mais voilà. En tout cas, là, ils ont précisé l'indicateur et je crois que c'est mieux
pour tout le monde. Et ça permet Indicateur d'éviter 11. des interprétations Oui, des uns et des autres. En c'est fait. là qu'on vous Voilà. disait en préambule, Ouais. une interprétation, enfin, ce référentiel laisse moins de place à l'interprétation des uns comme des autres, hein, des auditeurs comme des audités. Ils ont dû repréciser tout ça. Indicateur 11, bah, pas grand-chose, pas de changement, sauf nota bene, la formalisation du processus d'évaluation, pardon. Là, on est sur l'évaluation des acquis, d'accord, l'évaluation des compétences à la sortie. Une fois que votre bénéficiaire a été formé, vous devez formaliser un processus et ça signifie que la procédure d'évaluation, elle est définie et matérialisée par des outils, tout simplement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je le mets en question parce que on n'est pas sûr. Parce qu'on n'a pas, voilà. On a posé la question et il tout le faut, monde n'a pas la même voilà, lecture. Il va falloir de cette vivre et phrase. tester, expérimenter le référentiel pour les certificateurs aussi. Alors, on écrit une procédure ou pas dans un document qu'on diffuse. On s'appuie en s'appuyant sur des outils. Alors, les outils, c'est comme d'habitude, hein, QCM, quiz. On peut être très très créatif. Hein. Là, on vous laisse gérer pour le coup et imaginer. Mais par contre, écrire une procédure dans un document, est-ce que ce sera nécessaire ou pas? Honnêtement, pour moi, non. Ça ne dit toujours pas, mais j'entends ça et là que si on attend une procédure écrite sur l'évaluation. À suivre. Indicateur 12. Bonne nouvelle. La gestion des abandons. L'indicateur 12, qu'est-ce qu'on peut en dire? Dorénavant, cet indicateur s'applique uniquement aux formations d'une durée supérieure à 2 jours. Donc, supérieur, c'est pas égal, hein, c'est supérieur à 2 jours, strictement supérieur. Donc, une formation 2 jours plus une demi, et ben voilà, on doit rendre compte de la traçabilité, de la prévention des abandons, de la traçabilité des absences, etc. Bref. Ces 2 jours, bonne nouvelle, sont consécutifs ou non. Ça peut être par exemple une formation de 2 jours, là, une première journée session en janvier, et une autre dans un mois. Ça reste une formation de 2 jours, donc pas soumis à cet indicateur. Les mesures mises en œuvre doivent pouvoir être démontrées et matérialisées par des outils. Alors, ça va de la feuille d'émargement en passant par l'outil de suivi, justement, le tableau qui recense, vous savez, les fuites perlées qui disent qu'il va peut-être y avoir abandon. Là, oups, c'est quand même un indicateur important quand les gens commencent à sécher les cours. Ouais, ou l'envoi de mails en intercession, la relance sur des convocations, etc. C'est ça. Donc, les exemples de preuves, encore une fois, ont été étoffés. Outils pédagogiques favorisant l'interactivité. Ah oui, alors là, c'est dans vos déroulés pédagogiques, par exemple, le fait d'utiliser des méthodes et des outils qui sont impliquants, qui sont interactifs, forcément, le stagiaire va moins décrocher. La qualité de l'analyse de besoins, là, ils ont rajouté ce terme parce qu'il va y avoir aussi... c'est impactant. Au mieux, vous faites l'analyse du besoin, c'est ce qu'on dit toujours en accompagnement. Au plus vous réduisez le risque, au moins il y a de risques que la personne s'en aille. Qu'il y a une erreur de casting, voilà. C'est ça. Si on lui propose la bonne action au bon moment, ça devrait bien se passer. Et puis, procédure de positionnement, donc qualité des procédures de positionnement, c'est ça, hein, pour définir la cohérence de la formation avec le projet. Bon, il le disait aussi autrement. Pour les PSH, mesures de prévention des abandons en lien avec les adaptations. C'est vrai que si les adaptations n'étaient pas les bonnes, forcément, ça va décrocher. Bon, petite question de Sébastien, comme ça on va vous répondre tout de suite. Est-ce que les ECF, donc les évaluations en cours de formation pour le RNCP, c'est bon pour l'indicateur 11? Ah bah oui. Alors les ECF, c'est bon pour le 11, bien sûr. De toute façon, c'est obligatoire. Donc Sébastien, je te reconnais, je crois. Donc oui, Sébastien, les ECF, c'est bon pour l'indicateur 11, c'est les évaluations en cours de formation pour les formations RNCP. Et un petit examen blanc à la fin, peut-être, non? Oui, mais je crois que c'est fait là. Sébastien le fait aussi. D'accord. Oui, c'est bien. Bonne année, Sébastien. Donc, voilà pour l'indicateur 12. Les évaluations en cours de formation pour le 12. Ça pourrait être intéressant aussi parce que c'est là que tu vois, Sébastien, pour le 11, mais je me dis que pour le 12 aussi pas mal parce que c'est là que tu vois les risques de décrochage si on n'a pas de bons résultats. Après, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est donc indicateur qui ne concerne plus, qui ne s'applique plus aux formations inférieures à 3 jours, je vais dire comme ça. Néanmoins, dans votre process, j'ai envie de dire, administratif d'organisme de formation, vous gardez bien les émargements. Ça, il faut continuer à faire émarger les stagiaires et vous continuez à remettre une attestation de fin de formation. Même si la formation ne fait qu'un jour ou deux. Ça, il faut le maintenir. Et là, je pense qu'on est plutôt sur du juridique, en fait. C'est ça. Et surtout, le certificat de réalisation, de toute façon, qui vous sera demandé par le financeur qui est l'OPCO.
en toute fin, qui dit peu de choses finalement, et c'est plutôt pas mal, qui dit simplement le thème de l'action de formation / accompagnement, si c'est du bilan de compétences ou autre chose, ou la VAE, et qui dit simplement que la personne était là. Voilà, c'est pas mal aussi comme outil. Indicateur 18. Oups, 12-18. Vous nous direz qu'on est allé un peu vite. Eh ben, c'est normal. 13, 14, 15, je vous rappelle, ce sont des indicateurs spécifiques pour les CFA et les formations en alternance. 16, spécifiques RNCP. Rappelez-vous, le RS ne revient pas sur cet indicateur. Donc 17, on n'en parle pas. Le 17, c'était l'indicateur qui vous disait est-ce que vous avez les locaux, les moyens techniques et humains. Il n'y a pas eu de changement là-dessus. Vous devrez toujours montrer la même chose. Les baux, si c'est de la location, la CBTEC, si vous faites intervenir des personnes, etc. Là, il n'y a pas de changement, donc on passe là-dessus. Le 18. Le 18, c'est l'indicateur de la coordination. On avait coutume d'aller un peu vite sur le 18 en disant un bon organigramme, en expliquant le rôle de chacun, le formateur, le référent handicap administratif et pédagogue. Voilà, bon, on en demande un petit peu plus et je trouve que c'est plutôt pas mal. Le niveau attendu, donc le prestataire identifie. On a changé la formulation, ça c'est important. Selon les fonctions nécessaires aux prestations, les intervenants dont il assure la coordination. Bon. C'est tout. Voilà, on est toujours sur identifier les besoins de personnel pour assurer vos formations. Et puis, c'est surtout que là, on va vous demander d'autres exemples de preuves, comme des plannings des intervenants, des comptes rendus de réunion. En fait, il s'agit de prouver que la coordination a bien lieu. C'est ça, en fait. Parce que l'organigramme, ça pose simplement qui fait quoi. Il y a des rôles. Mais est-ce que concrètement, derrière, comment, moi, organisme de formation, je travaille en interaction avec mes intervenants, en fait. Voilà, et là on précise aussi les missions de chacun. Alors ok, je suis référent, je suis responsable pédagogique, mais ça veut dire quoi ? Quel est mon rôle ? J'ai une équipe de 15 formateurs en sous-traitance, ok, je les vois de temps en temps, je fais le point. Est-ce qu'il y a des réunions des comités, des réunions de coordination, des points d'équipe, enfin bref. Là, on va vous demander quand même de montrer vos plannings ou alors même des mails, des échanges de mails ou un groupe WhatsApp formateur, ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, de nouvelles preuves dans ce référentiel. Pour ce qui concerne le glossaire, ils sont venus préciser une définition, mobiliser les intervenants. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la capacité qu'on a à impliquer les intervenants en fonction des besoins de la prestation. Voilà. On travaille avec. Juste petit, avant qu'on continue celui-là, pour répondre à la question de Priscilla qui demande la différence entre l'attestation de fin de formation et l'attestation de présence. En fait, il y a deux documents, on va dire. Il y a le certificat de réalisation dont tu parlais, celui-là, qui est là, quelque part, le seul vrai document officiel. D'ailleurs, c'est pas un CERFA, mais c'est un document avec le logo de la Marianne. Ça, c'est le document qui est demandé par les OPCO pour vérifier que la personne a bien suivi la formation et que moi, OPCO, je peux bien rembourser le commanditaire de l'entreprise. Donc là, on parle d'un certificat de réalisation. Et vous avez à côté de ça, et là, on est plutôt sur une partie un peu plus quali, l'attestation de fin de formation, qui est le document remis par l'organisme de formation à l'apprenant, au stagiaire, document qui atteste effectivement que la personne a été présente, mais surtout qu'elle a bien acquis les compétences qu'elle était venue chercher. C'est juste ça, en fait. Le seul, entre guillemets, vrai document officiel légalement réclamé par les financeurs, c'est l'attestation de réalisation. Enfin, le certificat de réalisation. Et ça, vous le trouvez sur Internet. L'indicateur 19. On prend la main après. Ok. Alors, là encore, on a modifié le niveau attendu. Là, cette fois, il parle de ressources cohérentes avec les objectifs. Je reprends. Démontrer que les ressources pédagogiques sont cohérentes avec les objectifs de la prestation. C'est nouveau. Bon, j'imagine que les gens ne présentaient pas des ressources sans aucun lien avec les objectifs, mais pourquoi pas ? Que ces ressources sont disponibles et que les dispositions sont mises en place afin de permettre aux bénéficiaires de s'approprier. C'est exactement la même chose qu'avant. Donc, en gros, vous avez des supports de cours et tant qu'à faire, ils sont pertinents. C'est l'idée. Exemple de preuve, modalité pour faciliter l'accès aux ressources numériques. Oui, je comprends. Ils ont rajouté des exemples de preuves ici. Ils font un focus sur les modalités parce que c'était pas facile à lire, permettre aux bénéficiaires de se les approprier. Est-ce que c'était permettre aux bénéficiaires d'y avoir accès ou de les comprendre ?
C'est un terme étrange. Du coup, là, il précise qu'on n'est plus sur la modalité d'accès aux ressources numériques, des tutos. Par exemple, on pense beaucoup au e-learning, hein, comment je fais pour trouver les cours ou pour trouver le replay que j'ai pas vu la séance que j'ai ratée la semaine dernière. Bref, assistance téléphonique, traçabilité de l'accompagnement pédagogique dans le cas des formations à distance. Bref. Tout ça, il va falloir montrer à l'auditeur que non seulement vous remettez des cours, en main propre, difficile quand on est à distance, il va falloir expliquer comment est-ce que vous expliquez à vos stagiaires où trouver les éléments et qu'en faire. Et que vous les aidez si jamais ils galèrent justement à y accéder, absolument. Donc, je sais pas, on peut penser par exemple à un guide d'utilisateur sur une plateforme LMS ou voilà. Pour la formation à distance, obligation spécifique là encore, mise en œuvre d'une action de formation en toute ou partie à distance comprend une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. Ça, c'est la loi, c'est du Code du travail. Petit rappel au passage. Indicateur 21. Alors, on arrive au critère 5. Donc, le niveau attendu, en fait, c'est surtout la deuxième phrase du niveau attendu qui est changée. Donc là, la maîtrise de ses compétences, qui sont bien en adéquation avec les besoins de la prestation, la maîtrise de ses compétences par les intervenants est vérifiée par le prestataire. D'accord ? Vous le vérifiez comment ? Vous demandez un CV de vos intervenants pour être sûr qu'effectivement, ils ont bien les compétences. Voilà, c'est un peu moins 10 ans peut-être qu'avant. Oui, avant on était sur une notion d'évaluation. Ouais, on était sur une notion d'évaluation. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était peut-être un peu confusant, surtout pour les prestataires externes qui n'avaient pas où il n'y avait pas de lien de subordination finalement avec le donneur d'ordre. Là, on est vérifié par le prestataire. Moi, j'aime bien cette phrase. Est-ce que un CV à jour en 2024 est suffisant ? Bah oui, j'ai vérifié peut-être. Voilà. Ouais, là aussi, soyez créatifs et puis ça va peut-être alléger tout ça. Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit en préambule, mais peut-être qu'on le dira en conclusion. Allez, maintenant, on va tenter. Il a l'air quand même un peu plus léger, hein, le référentiel version 8. Il est peut-être plus pratico-pratique par rapport à la réalité du terrain, en fait. C'est ça. Ouais. Et peut-être plus léger dans les demandes aussi, dans les exigences. Alors, exemple de preuve, donc pour les centres de bilan de compétences, vérification que les personnes qui réalisent des tests psychotechniques, dans le cas d'accompagnement bilan de compétences, que ces personnes sont bien détentrices des certifications nécessaires. D'accord ? Et puis, petit glossaire pour préciser ce que ça veut dire mobiliser les compétences, c'est la capacité à solliciter les compétences adéquates à la prestation. On peut être compétent dans plein de trucs, mais pas forcément sur la formation sur laquelle je vais être missionné. Voilà. Donc, bien vérifier ça. Indicateur 22. Alors, l'indicateur 22, précédemment, vous vous souvenez, il parlait explicitement d'un plan de formation, d'un plan de développement des compétences et il axait essentiellement sur la formation. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de démontrer la mobilisation des différents leviers de formation et de professionnalisation pour l'ensemble de son personnel. C'est-à-dire qu'on peut entretenir et développer les compétences de ses collaborateurs, pas que en les envoyant en formation. Il y a d'autres leviers. Par exemple, des qualifications des personnels. On n'est pas sur de la certification, sur de l'attestation de formation. On peut être aussi sur de la qualification. Et je pense peut-être que ça peut être, par exemple, faire participer un collaborateur à un salon dans lequel il va récupérer des informations qui vont lui permettre, lui, de monter en compétence sur son activité, par exemple. Là, j'avoue que je sèche un peu. Oui, pour le coup, celui-là, il est pas on verra. Mais je pense que ça ouvre un peu, entre guillemets, les chakras et on sort un petit peu du précaré ça peut être que de la formation, que de la formation, que de la formation avec une attestation. Voilà. Mais effectivement, qualification des personnels, qu'est-ce qu'on met dedans ? Qu'est-ce que les certificateurs vont accepter de mettre dedans ? Moi, ce que j'aime là, c'est les différents leviers de formation et de professionnalisation. Ouais. Voilà, la mobilisation. On n'est plus dans construire un plan de développement des compétences avec année -1, -2, -3, bref. Là, pareil, soyez un peu plus créatifs, mais par contre, conservez les preuves toujours. Des formations que vous suivez, des webinaires que vous suivez, continuez de vous former, messieurs, dames. Alors, la veille, nos indicateurs préférés. Alors, indicateur 23, donc la veille sur l'évolution du droit de la formation professionnelle, je vais le dire comme ça. Donc, le niveau attendu, c'est de démontrer la mise en place d'une veille légale et réglementaire, sa prise en compte par le prestataire et sa communication en interne. D'accord ? Donc, c'est pas juste je fais de la veille, mais qu'est-ce que j'en fais derrière ? Donc,
l'exploitation, vraiment la prise en compte et surtout quand on est, alors pas quand on est tout seul dans son organisme de formation, mais quand on travaille avec d'autres personnes, il faut partager cette veille, ce que ça vous apporte, ce que vous allez en faire, il faut la communiquer. D'accord? Exemple de preuve, c'est de la diffusion des actualités légales et réglementaires au personnel de votre organisme de formation. Ça peut être de la consultation, de l'analyse, de la diffusion à votre personnel de documentation qui sont diffusées sur les sites institutionnels. Par exemple, les pages relatives à la formation professionnelle, tout ce qui touche à l'apprentissage, la VAE, les bilans de compétences. Voilà, donc il y a des sites spécialisés institutionnels sur ces thématiques-là. Allez-y. S'il y a des choses qui vous impactent, prenez-les bien en compte et partagez ça avec vos collaborateurs. Et gardez les preuves que Surtout, vous avez bien toujours. partagées. Ça, c'est important. Là, on a pas mal de clients qui sont en difficulté de montrer Ouais. des preuves de du partage, un drive, un envoi de mail, Voilà, compte rendu de réunion. un ordre du jour. Absolument. Absolument. Petite Ajout. précision, petite modification, la non-conformité sur cet indicateur-là change. Vous aurez une non-conformité en cas d'absence, puisqu'en fait, ils sont venus le préciser dans le niveau attendu, en cas d'absence d'exploitation de cette veille. D'accord? Alors, on n'est plus dans les impacts éventuels. Non. Ça devient un peu touchy, là. On est dans obligation quasi d'exploiter la veille. Ouais. Mais c'est tout simple. Après, pour l'indicateur 23, c'est facile, j'ai envie de dire. Le décret qui nous oblige à afficher le référentiel qui paraît en fin mai, je crois, et qui est applicable en septembre, et ben voilà, l'application, c'est qu'on affiche sur notre site internet le certificat intégral. Autre chose, voilà, la sortie du nouveau référentiel, on est en veille, on a vu qu'il y avait une V8 et une V9 la semaine d'après, quasi, on va appliquer tout ça. Donc voilà, l'exploitation pour le 23, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus compliqué, je trouve. Non. Je reviens juste, Nadir, qui nous pose une question pour l'indicateur 22, excusez-moi, est-ce que ça concerne uniquement les salariés? Oui, alors, ça n'a pas bougé. Je ne sais pas si dans l'écrit... Non, ça n'a pas bougé, ça. Oui, Nadir, on est toujours en interne. Voilà. L'écriture de l'indicateur, c'est bien le prestataire, ça n'a pas bougé, entretient et développe les compétences de ses salariés. Mais collaborateurs internes. Depuis la première version. Voilà. Donc ça reste bien que sur des salariés internes. D'accord. Et Nadine, quand on est seul, alors je ne sais pas Nadine si votre question ça porte sur la veille ou sur le partage. Sur le partage, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes tout seul sur votre organisme, vous n'avez pas besoin de partager. Ça devient nécessaire à partir du moment où vous travaillez à plusieurs. Par contre, on doit exploiter, Nadine. Oui. C'est pas parce qu'on est tout seul qu'on n'exploite pas. Exactement. Bon exemple du certificat. Oui, Nadine, il faut afficher le certificat depuis le 1er septembre, si c'est Nadine que je connais. Alors, indicateur 24, donc là on est sur la veille, on va dire, d'évolution des compétences métiers de vos secteurs d'activité et d'intervention. Voilà, donc exemple de preuve, faire une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois et des documents afférents à votre secteur d'activité. Il n'est pas très clair, moi je trouve, cet indicateur-là. Exemple de preuve, veille sur les évolutions des compétences, métiers et emplois et documents y afférents. Je vais prendre un exemple qui est peut-être simple. Je forme sur du Microsoft, sur du pack Office. Faut bien que je sois au courant de l'évolution. Je sais pas, moi, on passe de la version 10 à la version 11. Il faut bien que je sois au courant parce que sinon mes supports de cours vont être complètement décorrélés de la réalité. Oui, ou alors il y a une réglementation qui peut impacter mon domaine d'activité. Je ne sais pas, je suis dans l'alimentaire ou cocaisse. Il faut que je sois au courant, absolument. Ou des formations qui deviennent obligatoires sur un secteur. Des formations qui deviendraient obligatoires ou des choses qui évoluent. Il faut que je me tienne au courant, ça c'est certain. Et du coup, que je sois à jour. Voilà. Et pareil, non-conformité en cas d'absence d'exploitation de la mise en place de cette veille. Et l'indicateur 25, je pense qu'on est aussi sur la même chose, d'accord. Là, ils sont venus préciser donc des exemples de preuves. Donc, pour la veille sur les innovations, il faut donner des exemples de preuves de la veille que vous réalisez sur les innovations pédagogiques et non plus que technologiques, et des évolutions apportées aux modalités ou aux outils pédagogiques, analyse d'opportunités. Voilà, c'est pas juste je fais de la veille, mais il faut démontrer qu'au travers de la veille que vous avez fait, vous avez peut-être trouvé des logiciels, des outils pédagogiques différents. L'idée, c'est aussi de dire, moi j'ai regardé si effectivement ce nouvel outil pédagogique, il a un intérêt dans ma structure, dans la manière dont j'anime les formations.
voyez, donc ça va un petit peu plus loin quand même là. C'est pas juste je fais de la veille, mais c'est aussi bah ouais, j'ai regardé si ça c'était intéressant pour moi d'utiliser cette nouvelle méthodologie ou ce nouvel outil pédagogique. D'accord? Et là pareil, un non-conformité en cas d'absence d'exploitation de la veille. On n'est jamais super à l'aise sur ces indicateurs-là de toute façon. Hein. Alors, l'indicateur 26, je vais juste passer celui-là si tu peux changer. Donc, c'est l'indicateur lié à la prise en compte du handicap, d'accord? Donc, il y a un changement d'écriture. En fait, avant, on parlait de démontrer la mise en place d'un réseau. Là, le niveau attendu, c'est de démontrer l'identification d'un réseau, donc de ces partenaires, experts, acteurs du champ du handicap, mobilisables par les personnels. Et dans le cas d'accueil de personnes en situation de handicap, il faut donc être capable de préciser les modalités de recours à ce réseau. Comment je recours à ça? Si j'ai un référent handicap dans une structure, les formateurs, est-ce qu'ils doivent passer par ce référent handicap? Voilà, donc les modalités de recours à ce réseau et les mesures spécifiques d'accompagnement ou d'orientation que vous auriez eu besoin de mettre en œuvre. D'accord? Dans le cas échéant. Le cas échéant, oui, mais bien sûr, bien sûr. Okay. Et dans les exemples de preuves, donc ils sont venus rajouter explicitement 2 partenaires, enfin 2 experts spécialisés sur le champ du handicap, donc les Cap Emploi et les MDPH. Avant, il y avait l'AGFIP et puis le FIF-FP. Je sais jamais comment on dit. Voilà, ils sont toujours là, hein. AGFIP, mais il y en a 2 en FIF-PH, FIF-PH. Non, oui, non, je confonds avec les OPCO, pardon. Voilà, c'est pour ça que j'ai jamais dit celui-là. Ouais, c'est la fonction publique. Voilà, et hospitalière. Les Cap Emploi, les MDPH en plus, et puis en exemple de preuve, ça peut être aussi des participations à des réunions, et puis les prises de contact que vous pouvez faire avec ces partenaires, puisque ce qui est super, c'est de pouvoir identifier à l'intérieur des structures la personne qui sera votre interface, en tout cas qui sera l'interface du référent handicap, et vers laquelle justement le référent handicap pourra se tourner en cas de besoin. Voilà, alors invitation à des réunions, hein, le S est pas bon. Oui. Vous l'avez compris, pardon pour ça. Participation à des webinaires, etc. Voilà, à des webinaires. Là encore, le handicap, la simple liste ne suffit plus. Garder toutes les traces d'échange, toutes les traces de contact. Hein. Je me permets, Valérie, peut-être sur le 26. Oui, si, c'est ça, bien sûr. Là envoyer des plus mails, que jamais, la procédure, affinez-la peut-être, ou étoffez-la. Je parle pour les gens qu'on a accompagnés peut-être. On en demande plus sur le handicap. Là, c'est pas simplement, j'ai une liste au cas où. Non, je suis en lien. Vous voyez, on identifie un réseau et on l'agit, ce réseau, on le fait vivre. Alors Priscilla, pour répondre à votre question sur l'exploitation de la veille quand on est seul, par exemple, vous allez mettre en place un petit tableau dans lequel vous allez donc avoir un petit peu vos sources de veille, et puis vous allez noter dedans, par exemple, effectivement, j'ai reçu, parce que je me suis inscrite à des newsletters, l'information qu'il y a une version 8 du référentiel Calliope qui est sortie, ou alors on va parler plutôt du décret de l'année dernière concernant l'obligation à partir du 1er septembre d'afficher votre certificat Calliope sur votre site ou de le communiquer ou de le communiquer à vos clients. Et en fait, vous allez tracer qu'effectivement, vous avez bien eu l'information qu'à partir du 1er septembre, vous devez faire ça. Et donc, vous actez dans le tableau qu'effectivement, vous avez mis le certificat sur votre site et que depuis le 1er septembre, à chaque fois que vous êtes sollicité par une personne qui veut vous acheter une formation, quand vous lui envoyez votre programme de formation et votre convention de formation, vous lui envoyez également votre certificat. Alors, je vais un petit peu accélérer si vous êtes OK, parce qu'on arrive quasiment à la fin. Là. Alors, on va peut-être dépasser d'une minute ou deux, et rassurez-vous, s'il y en a qui doivent partir à pile, ce webinaire sera en replay, disponible comme d'habitude, blablabla, sur le site d'Insist. L'indicateur 27. Alors, la V9 qui fait son apparition lundi 8 dans la surprise générale, enfin en tout cas la nôtre, mais on est quelques-uns à partager cette surprise. V9, mais en fait, c'est du bon sens là encore, puisque le 28 décembre est sorti enfin le décret d'application, non pas tant attendu, mais tant en crainte, qui oblige dorénavant les organismes. Alors, les organismes qui dispensent de la formation inscrite, enfin de la formation via le CPF doivent dorénavant être certifiés Calliope, y compris les sous-traitants. Enfin, je veux dire, les sous-traitants qui travaillent pour des donneurs d'ordre ne peuvent plus bénéficier du Calliope du donneur d'ordre, sauf
à être eux-mêmes en auto-entreprise et donc à avoir un chiffre d'affaires inférieur à 77 000 euros. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, grand bouleversement là. Les sous-traitants, dorénavant, alors un NDA, c'était la base, hein, je le redis s'il y a encore besoin de le dire en 2024, mais avoir un NDA, quand on est formateur, déjà, on se déclare à la directe, c'est la base. Et maintenant, il faut aussi avoir Calliope si on travaille sur des formations CPF pour un donneur d'ordre. Ouais. Un point trait. Sauf si on est en auto-entreprise. C'est le seul cas où ils sont exemptés. Bref, ils ont rajouté un nota bene en version 9 pour venir rappeler, enfin faire écho à ce décret qui est paru fin décembre. En dehors des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires, cet indicateur n'impose pas aux autres, j'ai envie de dire, sous-traitants, l'obligation de certification de Calliope. On est d'accord que vos sous-traitants peuvent bénéficier de vos certifications si et seulement si vous ne vendez pas des formations certifiantes. Voilà. La responsabilité de la qualité appartient au donneur d'ordre. Charge à ce dernier de mettre en place, donc le donneur d'ordre, c'est vous, charge à ce dernier de mettre en place des modalités qui assurent la chaîne de la qualité, y compris avec les sous-traitants. Voilà, bref. Cet indicateur ne bouge pas, sauf que fin décembre, il y a un décret qui dit le contraire pour les sous-traitants CPF. Ouais. Voilà. Donc, ils ont rajouté des exemples de preuves. Le contrat de sous-traitance, je vous rappelle aussi au passage que c'est obligatoire d'avoir un contrat de sous-traitance avec un autre organisme de formation quand on est organisme de formation soi-même. Ça, c'est la directe, hein, c'est pas moi. Enfin, la DRITS, pardon. Et puis aussi, justificatif présenté par les sous-traitants et les salariés portés. Donc là, ils vont vous demander quand même de montrer patte blanche avec vos sous-traitants. Et on préparez vos documents. Ouais, et on n'est plus sur du contrat de service, on est bien sur du contrat de sous-traitance. Absolument. Important. Ouais. Indicateur 30 pour aller, le dernier critère. Il n'y a pas de gros changements sur le critère 7, Valérie, sauf sur l'indicateur 30 où, alléluia, ça va s'alléger du côté des financeurs. Je m'explique. Niveau attendu à changer, démontrer la sollicitation des appréciations à une fréquence pertinente. Arrêtez de harceler, mais d'ailleurs chez Insys on le faisait pas, on le préconisait pas, mais n'harcelez pas les financeurs et autres. Faites des relances pertinentes, allez 1-2 fois maximum, et puis les financeurs on les contacte pas chaque fois qu'on a fini une action de formation. Une fois par an ça suffit. Hein. Donc démontrer la sollicitation des appréciations, incluant des dispositifs de relance et permettant une libre expression. Bref, je viens de l'expliquer. Exemple de preuve, alors là ils ont été un petit peu plus riches, comité de pilotage avec eux. Des webinaires, pourquoi pas assister à un webinaire avec un financeur, des entretiens, si vous en avez, vous en rendez compte, des comptes rendus justement, de réunions d'équipe, des séminaires, sollicitation des financeurs, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Recommandations issues d'un contrôle mené par le financeur. Si un financeur vous dit, non, attendez, écoutez, là, ça n'a pas été, vous êtes audité par un OPCO, voilà, ces recommandations. Consultation des sites mis en place par les financeurs. Il n'y a pas que les OPCO, il y a le Pôle emploi. Par exemple, pour recueillir les appréciations des bénéficiaires, il y a une appli qui s'appelle Anotea. Certains d'entre vous la connaissent, n'hésitez pas à l'utiliser. Obligation spécifique pour les bilans de compétences, elle est nouvelle. Seules les appréciations de bénéficiaires, alors je pense qu'il fallait le préciser, voilà, je pense qu'il y a un doute là-dessus. Seules les appréciations de bénéficiaires et des équipes pédagogiques sont requises. C'est ce que je disais tout à l'heure, n'allez pas solliciter les autres. Et surtout, du coup, plus besoin de solliciter la Caisse des dépôts. Absolument. On ne sollicite plus la Caisse des dépôts. Non. Pour les bilans de compétences. Hein. Oui. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça. Je suis plus bien dans l'obligation spécifique. Oui, parce que les autres seulement bénéficiaires et formateurs, on va dire, mais du coup, plus le financeur. Absolument. Et là, justement, alors avant, c'était non-conformité majeure quand on oubliait systématiquement le financeur, parce que voilà, l'appeler une fois par an, du coup, on l'oublie. Ça deviendrait une non-conformité mineure, du coup. Absence de sollicitation des appréciations d'une partie prenante, ils l'ont modifié. S'agissant des financeurs, une non-conformité mineure est caractérisée par l'absence de contact ou de participation à des webinaires ou réunions organisées par celui-là. 31. Tu reprends? Oui, je vais juste finir vite fait. Donc 31 et 32, process de gestion des dysfonctionnements, etc. Donc ils sont juste venus ajouter des exemples. Donc c'est traitement des difficultés, des aléas, les solutions que vous apportez en cas d'imprévu, des traces de dialogue et de communication interne justement pour tracer tout ça, un tableau de suivi des réclamations et de leur traitement. D'accord, c'est un peu ce qu'on préconisait de toute façon déjà. Pour nous, c'est pas nouveau, donc ça paraît évident. Petit glossaire de précision s'il y avait besoin de le faire. Un aléa, c'est quoi? C'est un événement externe imprévisible qui implique une perturbation. Une difficulté, c'est un élément qui empêche ou gêne la réalisation d'une action de formation, donc de votre prestation.
Donc, D'accord. un petit peu de vocabulaire. Donc, Des fois, tracer, pour encore une finir. fois, c'est toujours la même chose, voilà. Et indicateur 32, plan d'amélioration continue. Bah, exemple de preuve, c'est juste, encore une fois, de tracer tout ça au travers d'un tableau de suivi dans lequel vous allez présenter les mesures d'amélioration que vous avez mis en œuvre. Donc, à partir des réclamations, aléas, difficultés. J'ai un dysfonctionnement de réclamation, je le trace. Et bien évidemment, je mets une action en place derrière pour supprimer ce petit grain de sable et je le trace dans un tableau. D'accord? Alors, petite question de Nadir pour répondre, elle va intéresser tout le monde. Non, Nadir, si vous faites appel à des sous-traitants auto-entrepreneurs et qui ne dépassent pas les 77 000 euros, ils ne devront pas être Calliope. Bonne nouvelle. Par contre, ils devront avoir un NDA. Nos solutions, comme d'habitude, vous savez qu'Insist est là, mais je vais aller très très vite pour vous accompagner sur toutes les phases, audit initial, surveillance, renouvellement. On a même un Calliope Express. Pour les tarifs, je vous invite à vous rendre sur la page d'Insist. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez nous contacter via le chat. C'est là? Oui, tu peux. Je suis pas sûre que tu puisses le faire. Vous voyez, on a tous nos tarifs qui sont là. Ouais, absolument. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. N'hésitez pas à nous appeler si besoin d'un rendez-vous ou voilà, j'espère ou d'une information. J'espère que ce webinaire aura été aidant. Prochain rendez-vous donc en février, premier jeudi de février. Donc, c'est le 1er février. Et on parlera de la V9 un petit peu plus en détail, quoi. Les implications notamment Nadir sur les sous-traitants. Vous allez voir, pas grand-chose de plus que ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais néanmoins, on évoquera aussi les indicateurs qui sont impactés point par point. Juste pour répondre à la dernière question de Patrice avant qu'on se déconnecte, est-ce que la V8 prévoit une exclusion de certains OF? Bah écoutez, non. Enfin, moi, j'ai pas cette information-là. Puisque Patrice nous dit, le certificateur nous avait dit que la certification n'était pas adaptée à notre OF lors de notre certification. Moi, non, la certification Calliope, la V8 n'exclut pas des OF. Non. Enfin, non, pas du tout, Patrice. Pas du tout. Ah non, c'est allégé notamment sur l'indicateur 12, par exemple, sur certaines exigences pour les formations courtes, mais pas d'exclusion d'OF. Non, pas du tout. Non. Le label qualité Calliope, ça reste une certification qui vient vérifier un certain niveau d'exigence, voilà, de la part des financeurs qui disent qu'un organisme de formation qui fonctionne bien doit au moins faire ça, évaluer ses clients, les informer correctement, les accompagner s'ils sont en PSH, etc. Il y a personne qui peut être exclu de facto. Sauf peut-être un OF qui aurait des non-conformités majeures plus, qui ne résolverait pas, effectivement, si vous n'êtes pas en capacité de prouver que vous suivez le référentiel alors que vous vendez une formation certifiante, là, il y a un problème. Vous risquez, oui, l'exclusion. Mais la V8 n'exclut personne. Enfin, pas plus que la V9, pas plus que la V1. Non, parce que j'allais dire les seuls, entre guillemets, organismes de formation qui pourraient non pas être exclus, mais ne pas être concernés par Calliope, c'est les organismes de formation qui ne mobilisent pas les fonds publics. Mais ça serait depuis le début de Calliope, en fait. Donc pour moi, il n'y a rien de changeant sur la V8. Là, j'avoue que je n'explique pas cette plus, question. On s'appelle peut-être. Voilà. Patrice, on n'envoie pas le PDF. Par contre, vous aurez accès au replay. Voilà. De ce webinaire. Et puis, on a un accompagnement tout dédié aussi aux audits de renouvellement, aux audits de surveillance. Si vous avez besoin de plus de temps pour comprendre les impacts aussi sur votre organisation, bien sûr, Insist est là, vous le savez. Sur ce, on vous souhaite une bonne continuation. Et voilà, je remercie juste vite fait tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup. Et on vous dit bon début d'année, encore une fois, il est encore temps pour les vœux. Et on se revoit en février. Au revoir. À bientôt. Au revoir.